Notre invité est Dr Georges William Cuisson. Il est le président de l'Alliance socialiste Santé du peuple. Avec lui, nous allons parler de la Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya promet l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Algérie-Maroc, crise appelle à la raison contre le risque d'escalade. Et puis on termine par l'Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma en liberté conditionnelle pour raison médicale. Docteur, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On commence donc par la Guinée-Conakry. Le chef des putschistes a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. Ce gouvernement sera issu d'une concertation dont il n'a pas précisé les modalités, pas plus que la durée de la transition. Docteur, vous avez vécu les événements qui sont produits en Guinée-Conakry. Quel regard portez-vous sur l'actualité dans ce pays? Merci. Vous savez que je suis un acteur politique et ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry ne peut pas me laisser indifférent. Nous avons tous suivi ces dernières années les dérives autoritaires et dictatoriales de M. Alpha Condé, du président Alpha Condé. Nous avons eu à le rencontrer ici. J'ai déjà eu à le rencontrer en 2017, en 2018. Et depuis, vous avez vu, avec son troisième mandat, et le tripatouillage de la Constitution, tout ce que cela a amené comme problème. Et cette situation était prévisible, même si on ne pouvait pas le dire de façon très convaincante, on pouvait quand même dire que c'était prévisible. Et ce coup d'État permet quand même, quoique ce ne soit pas quelque chose d'admissible, parce que les coups d'État, ça marque toujours un recul démocratique. On ne le souhaite pas, mais ça va permettre quand même à la Guinée, si tout marche bien, je vais dire, ça va permettre à la Guinée de retrouver la situation démocratique qu'elle a espérée, avec les changements que nous avons connus et les élections qui ont suivi depuis un temps dans ce pays. Docteur, vous avez parlé de recul démocratique. Certains analystes disent que c'est un retour en arrière de 30 ans. Oui. C'est vrai que un coup d'État, ça marque toujours, comme je l'ai dit, un recul démocratique. Parce que dans la pratique démocratique, il n'y a pas de coup d'État. L'armée n'a pas à intervenir dans les débats politiques. L'armée est là pour assurer l'intégrité du territoire, pour protéger donc les citoyens. Et chaque fois que l'armée intervient dans la politique, c'est toujours un recul. Quelle que soit l'issue, même si les putschistes tiennent parole et quittent normalement le pouvoir, c'est ce qu'on souhaite la plupart du temps. Même au cas où ils quittent le pouvoir, normalement, ça laisse toujours des antécédents. Parce que si vous avez vu, dans les pays où il y a souvent des coups d'État, ce sont des pays qui ont déjà connu des coups d'État. L'exemple du Sénégal est là. Donc, ce sont des pays qui ont déjà connu des coups d'État. Il est plus facile aux militaires d'interférer dans la vie politique dans des pays où ça s'est déjà passé. Donc, ça marque toujours un recul démocratique. Tout est à refaire, mais toujours est-il que ça traduit un malaise profond, parce que chaque fois qu'il y a des coups d'État, ça traduit un malaise profond de la vie politique. Et on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un comme Alpha Condé, qui a passé sa vie à lutter contre la dictature, qui a été condamné à mort par Sékou Touré, qui a été emprisonné par Lansana Conté, qui même en 1993 a participé à une élection qu'on avait estimé qu'il avait gagnée, mais qui, pour éviter des risques
de dérapage et de la guerre civile avait appelé ses partisans à se calmer. Donc un personnage comme ça qui arrive au pouvoir et qui se voit obligé de changer la constitution pour briguer un troisième mandat avec lequel personne n'était d'accord, cela pose un certain nombre de problèmes. Donc nous ne souhaitons pas des coups d'État, ça c'est clair, mais il va falloir que les politiques également se résolvent à faire en sorte que cette situation, les conditions de cette situation ne se réunissent pas dans nos pays. Alors, les poutistes, docteur, promettent un gouvernement de large union. Qu'est-ce que vous mettez dans ce gouvernement de large union? Oui, un gouvernement de large union, c'est un gouvernement a priori qui va avoir une mission bien précise, et celle donc de conduire la transition, ça a été bien dit et de façon très claire, qui va réunir les forces vives, les grandes tendances du pays, de manière à ce que chacun puisse apporter sa contribution pour la bonne marche des choses. Maintenant, un gouvernement d'union, nous attendons de voir sa composition. Nous connaissons à peu près le paysage politique guinéen. Donc c'est la composition de ce gouvernement qui nous permettra de dire si ce gouvernement s'achemine vers quelque chose de réluisant pour le peuple guinéen. Alors souvent quand il y a coup d'État, docteur, il y a deux questions qui s'imposent. D'abord la durée de la transition. On se pose également la question de savoir si la junte militaire au pouvoir va se présenter pour les élections à venir. On a des inquiétudes à se faire à ce niveau. Bien sûr, vous savez, et ça a toujours été le gros problème. La chose la plus importante aujourd'hui n'est pas d'annoncer un gouvernement d'union nationale. Vous venez bien de le dire. Il a parlé de concertation nationale qui doit aboutir à une transition. La durée de la concertation n'a pas été précisée. La durée de la transition n'a pas été précisée. Et on ne sait pas comment donc tout cela va finir. Et puis surtout, il n'a pas été précisé que cette transition va se terminer par une élection à laquelle M. Mamadi Doumbouya ne va pas prendre part. C'est important dans des situations comme cela. Et puis vous savez, souvent c'est comme cela que ça se passe. Et même si on prend l'exemple même de la Guinée, vous savez en 84, quand Lansana Conté avait renversé M. Béavogui, il avait parlé donc de transférer le pouvoir aux civils, mais il l'a gardé pendant 24 ans. Et ce n'est qu'en 2008 qu'il l'a laissé quand il a été emporté par sa belle mort. Et au lendemain de son décès, il y a Dadis Camara également qui a pris le pouvoir, qui a promis de faire une transition. Et déjà en janvier, quand il a fait son discours-programme, on avait vu que ce n'était pas un discours de transition, mais c'était un discours d'un personnage élu qui va gouverner un pays. Ça s'est confirmé 3 mois plus tard avec le discours de Bourbinet, où il a menacé donc de se présenter aux élections avec confirmation en septembre suivant. Bon, n'eût été l'intervention malheureuse de M. Diakité, donc on sait ce que cela devait donner. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on salue donc le départ de M. Alpha Condé, mais on se dit quelle est l'intention réelle des poutistes. C'est ce qui nous importe, nous, en tant que politiques, parce qu'il n'appartient pas aux militaires de gouverner un pays. Il y a des gens qui ont choisi de faire profession dans cette carrière-là. Il faut donc donner la possibilité à ceux-là de pouvoir gouverner. Donc il faut que M. Mamadi Doumbouya fasse en sorte qu'on puisse remettre rapidement en selle les organes et les institutions nécessaires pour que le pays puisse retrouver donc la vie démocratique normale. Mamadi Doumbouya lui-même, il est qui précisément? C'est qu'il a beaucoup bourlingué, France, Angleterre, Afghanistan et autres. Et puis quel appui il peut avoir, docteur? Mais c'est sûr
qu'on ne se lève pas un jour pour faire un coup d'État comme ça. On ne se lève pas un jour, d'abord il vient, je n'indexe personne, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait, comme vous l'avez dit, et qui a fait des pays étrangers, qui a été formé en France, et qui a des relations plus ou moins personnelles avec le chef de l'État malien actuel. Donc, ça, on se dit qu'il a certainement des relations qui lui ont permis d'en arriver là. Vous savez qu'il y a quelque temps, il avait même demandé l'autonomie des forces spéciales qu'il dirige vis-à-vis de la défense guinéenne, ce qu'on ne lui avait pas accordé. Et quand vous voyez l'organe, moi quand je vois déjà l'organe de transition, la dénomination de l'organe de transition, c'est NRD, Comité national de rassemblement et de développement. Moi je me dis, parce que c'est à peu près ce que Dadis Camara avait fait également, de démocratie et de développement. C'est-à-dire, c'est seulement le mot démocratie qui change. Mais quand les gens prennent font un coup d'État et dans l'organe de transition, ils mettent le mot développement, moi, ça me fait réfléchir un peu. Parce que on n'a pas à penser à un développement si on est venu réellement avec une idée de transition. Voilà, la transition se fait en un temps donné, mais un développement, c'est tout un processus qui doit être déroulé. Donc c'est pour cela que je suis un tout petit peu sceptique, mais je crois que les choses vont bien se passer. Mais tout ça montre quand même qu'il y a quelque part des soutiens. On ne se lève pas pour faire un coup d'État. Et comme ça, à quelqu'un qui a fait 11 ans, qui a passé 11 années au pouvoir, qui a été dans la politique depuis des années, et qui est venu au pouvoir. Vous savez comment il est venu au pouvoir. En 2010, au premier tour, il avait eu 18%, et le second tour, il a eu 52%, et entre les deux tours, il y avait eu à peu près 4 à 5 mois avant qu'on ne fasse les élections. Donc, quand on voit un personnage comme ça, qui est renversé tout simplement, sans tambour ni trompette, on se dit qu'il y a nécessairement des soutiens. Alors, docteur, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies ont dénoncé comme d'usage ce coup d'État. Il y aura sans doute des sanctions aussi, comme d'habitude. Est-ce que la Guinée a le poids pour pouvoir supporter ces sanctions? Vous savez, aucun pays en réalité n'a le poids nécessaire pour supporter les sanctions, surtout quand ces sanctions sont bien étudiées, hein, et vraiment que les puissances s'engagent vraiment dans cette action. Aucun pays n'a réellement le poids nécessaire. On a vu en Iran, hein, avec le poids des sanctions internationales avec l'Iran. Donc, ce n'est toujours pas facile, mais en plus pour un pays comme la Guinée, qui est un des pays les plus pauvres du monde, malgré qu'elle soit toujours indexée comme un scandale géologique, il est clair que la Guinée aura des difficultés à supporter donc ces sanctions, d'où l'intérêt pour la junte militaire au pouvoir de faire en sorte que la communauté internationale puisse la voir d'un œil beaucoup plus compréhensif et autres. Donc je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il faut de la part de la junte. Mais vous avez vu, c'est une condamnation unanime à travers le monde. Tout le monde a condamné ce coup d'État. Mais vous savez, dans un premier temps, il y a toujours ces condamnations. Mais au fur et à mesure que les jours passent, vous avez vu en Afghanistan, les premiers jours, comment est-ce que ça a été condamné, l'arrivée. Mais au fur et à mesure que le temps passe, donc les tons s'adoucissent par rapport aux décisions qui sont prises.
Alors, docteur, si vous le permettez, on quitte Conakry pour Alger et Rabat. Plus de 200 personnes marocaines et algériennes issues de la société civile ont appelé samedi à un retour à la raison et à contrôler l'escalade dans une pétition publiée à la suite de la décision d'Alger de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat. Docteur, qu'est-ce qui divise tant ces deux pays frères? Oh, mais c'est une longue histoire, hein, l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie et du Maroc, c'est une longue histoire. Vous savez, il y a des causes très lointaines. Depuis 1963, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des sables, hein, sur le tracé frontalier entre les deux pays. Ça a commencé par là. Ça a continué avec le Sahara occidental. Vous savez, ce qu'on a appelé la première bataille d'Amdallah, où le Maroc a vaincu donc, les Algériens. Il y a eu plus de 200 personnes tuées de la part dans le rang algérien et plusieurs Algériens qui ont été faits prisonniers par le Maroc. Donc dans ce conflit qui opposait le Maroc au Front Polisario, c'est surtout à partir de ce moment, ça c'était en 1976, il y a eu rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, qui n'ont repris qu'en 88. Maintenant, 6 ans seulement après la reprise de ça, il y a eu l'attentat de Marrakech, l'attentat d'Atlas, où il y a des Espagnols qui avaient été tués. Donc les Marocains ont estimé que c'était des attentats organisés par des Algériens. Et on a imposé le visa aux Algériens, on a renvoyé les Algériens du Maroc, et l'Algérie a riposté en fermant ses frontières terrestres, vous savez cela, et qui restent fermées jusqu'à ce jour. Donc ça, ce sont des causes que nous pouvons appeler des causes lointaines. Mais peut-être il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, qui sont des accords signés entre l'Israël et Bahreïn d'un côté, et puis l'Israël et l'Émirat arabe unis de l'autre. Des accords auxquels le Maroc a participé. Et à travers cette participation, le Maroc reconnaît l'État d'Israël. Et en contrepartie, les États-Unis reconnaissent la paternité du Maroc sur le Sahara occidental. Maintenant, les causes immédiates, c'est ce que nous avons vécu ces derniers temps. D'abord, il y a eu le problème Pegasus. Il y a eu le problème Pegasus où il y a plus de 6 000 Algériens qui sont écoutés quotidiennement par le Maroc à l'aide du logiciel et Pegasus. Et vous savez qu'il y en a également chez nous ici. Le problème, ce n'est pas seulement l'Algérie, il y a le Togo, il y a d'autres pays qui sont écoutés, il y a les opposants, la société civile qui sont écoutés. Donc ce n'est pas seulement en Algérie que ça se passe, mais il y a ce problème Pegasus. Et ce qui a entraîné la rupture même, c'est en juillet dernier, où il y a eu une annonce à l'ONU par le Maroc qui reconnaissait le droit à l'autodétermination de Kabylie. Et là, les Algériens ont demandé des explications aux autorités marocaines. Ces explications n'ont pas été données quand subitement il y a eu les 2 événements successifs d'août dernier, c'est-à-dire d'abord la conférence de presse conjointe entre l'Israël et le Maroc. Et cette conférence conjointe, parce que vous savez que l'Union africaine va octroyer donc à l'Israël le statut d'observateur, et l'Algérie n'est pas d'accord avec cela. Donc l'Algérie a estimé qu'au cours de cette conférence de presse, ses propos ont été biaisés. Et juste après cela, il y a eu les incendies qui ont fait 90 morts, dont 33 militaires. Donc, et cela a entraîné la rupture des relations avec
avec le Maroc. Donc, si vous voyez bien, vous allez voir que ces deux voisins, il y a des divergences profondes depuis de longues années et qui se traduisent donc par ce que nous voyons aujourd'hui comme rupture des relations diplomatiques. Docteur, on sent que dans l'affaire, le Maroc joue plus à l'apaisement, l'Algérie au dur. Est-ce que c'est elle qui est plus offensée? D'abord, l'Algérie, c'est à l'Algérie de s'estimer offensée. Nous n'avons pas à dire c'est celui-ci qui a été plus offensé ou pas, mais chacun a sa manière de voir les choses. Mais si vous suivez ce déroulement, vous allez vous rendre compte que à des moments donnés, chacun réagit de son côté, mais ces derniers temps, c'est l'Algérie qui s'estime offensée par le développement que nous venons de faire. C'est l'Algérie qui s'estime offensée. Mais peut-être que si le Maroc joue à l'apaisement, c'est peut-être dû à certains intérêts que le Maroc aussi veut préserver, notamment avec le gazoduc Maroc-Europe, et qui passe par le Maroc, et le Maroc a le droit donc de passage, avec près d'1 milliard de mètres cubes de gaz par an au Maroc. Donc, c'est normal que le Maroc ait un peu peur, puisqu'il y a le mètre gaz que l'Algérie, lui, peut utiliser, même s'il abandonne le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie peut utiliser pour envoyer le gaz vers l'Espagne et vers l'Italie. Donc, je crois que c'est pour cela peut-être que on voit que le Maroc joue beaucoup plus à l'apaisement, mais peut-être que ce n'est pas tout simplement ça, mais on ne veut plus qu'il y ait ces confrontations interminables entre les deux États. Vous savez que l'Union du Maghreb arabe aussi ne se réunit plus au niveau des chefs d'État depuis 1994, l'année où il y a eu l'attentat de Marrakech. Donc tout cela, peut-être qu'à un moment donné, les Marocains se sont dit, mais pourquoi cette guerre interminable, ce conflit interminable, il faut finir avec ça, ça pourra aider donc chacun de nos pays dans son développement. Est-ce que vous pensez que cet appel de 200 personnes algériennes et marocaines sera entendu? Il serait bon que cet appel soit entendu. Il serait bon que cet appel soit entendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau commercial, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses que les deux pays perdent parce que les frontières ont été fermées depuis 1994. Il y a l'Union du Maghreb arabe qui ne fonctionne plus normalement depuis 1994. Les deux pays font partie de l'Union pour la Méditerranée. Et si aussi, au niveau de l'Union pour la Méditerranée, on n'a pas cherché donc à résoudre ce problème, je me dis quand même que ce n'est pas un problème très simple à résoudre du jour au lendemain, surtout avec l'épineux problème du Sahara occidental. C'est un problème quand même assez sérieux. Mais cet appel de ces 200 personnes, il serait bon que ça soit appelé à partir du moment où il y a le Maroc déjà qui joue à l'apaisement. Je pense que la balle est surtout dans le camp de l'Algérie aujourd'hui, pour que la sous-région puisse connaître une paix. Direction Afrique du Sud, les autorités pénitentiaires de ce pays ont accepté dimanche la mise en liberté conditionnelle de l'ancien président Jacob Zuma pour motif médical. Condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, l'ex-président est hospitalisé depuis 1 mois. Alors, docteur, c'est un compromis ou bien le président, l'ancien président Jacob Zuma, est vraiment malade? Bon, d'abord, vous savez, avant de nous prononcer sur le fait que ce soit un compromis ou pas, j'aimerais dire tout simplement que quand une personne est inculpée et incarcérée, cette personne perd seulement le droit à la liberté. Elle conserve tous les autres droits, notamment le droit à sa santé. Et donc, si Monsieur Jacob Zuma est malade, et que ça a été attesté par un certificat médical,
et que les autorités pénitentiaires estiment que M. Jacob Zuma ne peut pas avoir des soins adéquats en milieu carcéral, il est tout à fait normal qu'il soit élargi, le temps donc de s'occuper sérieusement de sa santé, parce qu'il a 79 ans, de s'occuper sérieusement de sa santé. Mais, comme vous le dites, il ne faut pas aussi que l'on se cache derrière les problèmes de santé pour échapper à la justice. Parce que si on commet des infractions, il faut répondre. Vous savez que son conseiller financier, Chabir Cheikh, en 2005, avait été également condamné pour 15 ans dans l'affaire de la corruption. Et seulement 4 ans après, il a été libéré pour raison de santé. Donc il ne faut pas que on se cache derrière les raisons de santé pour ne pas faire face à ses responsabilités. Ce qui serait bon, parce que vous avez vu que l'opposition sud-africaine n'est pas du tout d'accord, notamment l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, n'est pas du tout d'accord avec cette libération. Ce qui serait bon, c'est que M. Zuma accepte de faire face à ses responsabilités en admettant d'être examiné par un comité médical indépendant, ce qu'il n'a pas accepté faire. Donc il a refusé de se faire examiner par un comité médical indépendant. Ça, c'est la première chose qu'il faut quand même noter. Cela aurait le mérite d'apaiser tous les opposants à sa libération. Donc la deuxième chose, les conditions de sa libération n'ont pas été précisées. On a dit tout simplement qu'il est en liberté conditionnelle et qu'il va intégrer le système correctionnel communautaire, mais les conditions réelles de sa libération n'ont pas été précisées. Cela fait aussi que l'opposition et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa libération réagissent, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. On peut revenir en arrière et expliquer, bien sûr, avec vous, ce qu'on reproche véritablement à l'ancien président qui a été remplacé. On sait qu'il n'a pas terminé son mandat par l'actuel président Cyril Ramaphosa. Non, en fait, ce qui lui est reproché, c'est depuis, je crois, ça a commencé depuis 1988-89. Il y a en 88-89, l'Afrique du Sud devait acquérir de l'armement, des hélicoptères, des avions de guerre, des avions d'entraînement légers, etc. Et il y avait donc un marché avec le groupe Thales, le groupe sud-africain français Thales. Et dans ce contrat, il y a eu des insuffisances de la part, il y aurait eu des insuffisances de la part du groupe Thales, et également pour protéger et donner d'autres marchés, d'autres projets au groupe Thales, il y aurait eu des pots de vin. Il y aurait eu des pots de vin, et c'était Chabir Cheikh, qui était son conseiller financier, qui jouait l'intermédiaire, qui jouerait l'intermédiaire entre Jacob Zuma et le groupe Thales. Ça, c'était en 1998-1999. En ce moment, M. Zuma n'était pas encore chef d'État, il était vice-président. Et il était également, il était vice-président. Il était entre-temps ministre du KwaZulu-Natal. Donc, c'est ça le réel problème. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu abandon des charges par moment, on revient sur ces charges, on abandonne les charges par moment, on revient sur ces charges. Et entre-temps, M. Jacob Zuma a eu son ascension jusqu'à devenir chef d'État. Et en ce moment, on lui a
on a demandé, parce que lui-même, il avait mis sur pied une commission d'enquête. Donc, pour répondre à cette commission d'enquête, il avait refusé donc de répondre aux invitations de cette commission d'enquête. Ce qui a fait qu'il n'avait pas pu être entendu quand il était chef d'État. Maintenant, quand il a quitté le pouvoir en 2018, donc il a été rappelé pour les mêmes problèmes, parce qu'entre-temps, les charges avaient été abandonnées, mais pour vice de procédure, on a repris donc ces charges-là, et il avait été, on devait l'entendre. Donc, il est condamné en réalité, maintenant pour les 15 mois-là, c'est juste pour outrage à magistrat, parce qu'il avait refusé de répondre. Mais l'accusation de base même sur les pots de vin dans les transactions d'armement, cette accusation est là, et normalement le procès doit avoir lieu dans 2 jours. Dans 2 jours. Donc, c'est à peu près ce qui est reproché à Jacob Zuma. Et cette accusation, elle est là. Il est libéré maintenant dans une autre affaire, c'est-à-dire liée bien sûr, mais d'outrage à magistrat. Merci infini à vous, Dr Georges William Kuissan. Vous êtes le président de l'Alliance socialiste santé du peuple. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers journalistes pour Regard croisé.